En avril 1985, Brenda vivait avec son mari Lonnie Bond Jr. et leur bébé dans une petite cabane située à Wilshayville en Californie et située sur le terrain d'un certain Leonard Lake. D'ailleurs, en parlant de ce Leonard Lake, elle s'était rendue plusieurs fois chez d'autres voisins pour signaler son comportement qu'elle jugeait étrange et des bruits bizarres qu'elle entendait émaner de son coin à lui. Mais un jour, elle ainsi que son mari et son bébé ont tout simplement disparu et se sont volatilisés et sont devenus introuvables. Ce que personne ne savait, c'est qu'en réalité Brenda n'était pas la première et pas du tout la dernière à disparaître, tout simplement parce que en ce moment en Californie, il y avait deux esprits tordus qui étaient hantés par la mort et qui la propageaient autour d'eux, sans même qu'on s'en rende compte avant qu'il ne soit trop tard pour plusieurs personnes. Si vous voulez découvrir ces gens-là, eh bien écoutez, entrez avec moi dans la maison des killers. Bienvenue dans la maison des killers. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, si je me tiens devant vous, c'est pour vous présenter l'affaire criminelle des tueurs en série Leonard Lake et Charles Ng. Et si vous voulez vous abonner à la fin, eh bien attendez, mais ne partez pas d'ici sans être abonné. Donc sur ce, nous allons débuter l'histoire criminelle dès maintenant. C'est parti, installez-vous et bon visionnage. Pour débuter cette affaire, je me dois d'entrer dans les détails en commençant par vous décrire qui sont Leonard Lake et ce Charles Ng dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les deux personnages sont différents et pourtant ils ont croisé la même route, ils se sont croisés en gros, et ils ont à peu près la même mentalité, puisqu'ils vont faire les mêmes bêtises, ils vont faire les mêmes drames, les mêmes conneries jusqu'à la fin. Enfin presque, vous verrez, ils ne vont pas rester unis quand on va les attraper. Leonard Lake. C'était un homme né en 1945 à San Francisco. Leonard est très tôt confié à ses grands-parents et il grandit dans un environnement instable, mais surtout sa grand-mère qui marque son esprit et pas pour des bonnes raisons. Elle l'encourage à photographier ses sœurs lorsqu'elles sont nues ou en train de prendre leur douche. Ce qui est un comportement qui va marquer son esprit et va certainement nourrir ses futures pulsions. Cette pratique va nourrir chez lui une obsession malsaine pour le corps et surtout pour la soumission. En étant adolescent, Leonard commence à tuer des petits animaux et à filmer ses expériences et surtout à écrire dans des carnets pleins de fantasmes, de plans paranoïaques et d'idées de survie extrêmes. Il parle déjà de bunkers, de fin du monde, de femmes esclaves à conserver en cas de chaos. Dans les années 1960, il rejoint les marines. Il est envoyé au Vietnam, mais son comportement instable attire vite l'attention. Il est diagnostiqué psychologiquement inapte et est renvoyé. À son retour, il commence à se cacher, à fuir la société. Il vit en ermite et il construit ses premiers abris de survie. Car selon lui, la guerre, la fin du monde n'est pas loin. Et il faut vite se mettre à l'abri. En ce qui concerne Charles Ng, lui, il est né en 1960 à Hong Kong. Charles est le fils d'un riche homme d'affaires et est éduqué dans un environnement rigide et sévère. Il reçoit une éducation autoritaire sans affection et très tôt, il montre des signes de repli sur lui-même. Il vole, il ment et se fait expulser de plusieurs écoles pour ce comportement. À ses 18 ans, il arrive aux États-Unis avec un visa étudiant, mais l'université ne l'intéresse pas. Il falsifie donc
des documents pour entrer dans les marines, où il est affecté dans une base militaire. Là, il vole des armes à nouveau et est arrêté, mais s'évade peu après. C'est à ce moment-là qu'il disparaît du système. Et c'est également pendant cette période où il est introuvable qu'il va faire la rencontre la plus chaotique de sa vie. Bon, Charles a décidé de fuir de sa base militaire où il était emprisonné et il va se mettre en contact avec de nombreuses autres personnes. Et quand il se mettra en contact avec des gens, des amis, eh bien il va tomber sur le contact de quelqu'un de très important pour la suite parce que c'est également un esprit tordu comme lui. Ils vont se mettre ensemble et les deux vont commettre l'horreur que je vais devoir vous expliquer plus tard. Nous sommes maintenant en 1981 et Charles Ng s'évade donc de la prison militaire après un vol d'armes. Et il se retrouve dans un refuge chez un certain Leonard Lake. Les deux hommes se rencontrent grâce à un contact commun et très vite une fascination mutuelle s'installe. L'un parle de survie, de bunkers, de gouvernement totalitaire et surtout de femmes à garder pour repeupler le monde. L'autre écoute, il hoche la tête et semble d'accord. Léonard a un rêve qu'il partage avec son nouvel ami. Ce rêve, il l'appelle Operation Miranda, du nom d'un personnage dans un roman dystopique. Le concept, c'est construire un abri post-apocalyptique où il garderait des femmes esclaves pour reprogrammer et surtout les reconditionner pour repeupler le monde en cas de fin du monde et les soumettre à sa volonté. Mais ce n'est pas juste une fantaisie, il va réellement construire ce bunker dans une zone isolée de Wilseyville, en Californie, un endroit reculé, perdu dans les bois. Là, il installe des caméras, des serrures, une salle de torture et une fosse. Ce que Charles va apporter, ce n'est pas juste de l'aide, c'est une validation. Il est le complice parfait, se dit Léonard. Il est froid, méticuleux, obéissant, mais surtout, il est tout aussi sadique que lui. Les deux commencent à s'entraîner. Des vidéos retrouvées plus tard les montrent manipulant des armes, riant, testant leurs pièges. Des hommes, des enfants, des femmes. Pour eux, ce ne sont plus des gens, ce sont des pions dans leur projet. Et tous autant qu'ils sont, ils seront utilisés, stockés pour le projet horrible de Léonard, mais surtout pour leur plaisir malsain. Car même s'ils se voilent la face en croyant qu'ils sont en train de reprogrammer le monde, de sauver des vies futures, en réalité, ils ne font tout ça que pour leur propre plaisir et rien d'autre. Et malheureusement pour ça, des hommes, des femmes, des enfants vont périr, se retrouver dans des cassettes vidéo horribles qui sont actuellement en possession des autorités et qui révèlent l'horreur absolue. Et ces deux-là vont vite passer de la théorie à la pratique, tout simplement parce que des gens vont commencer à disparaître en masse. Des personnes inconnues, des personnes individuelles, des personnes qui ne sont pas recherchées, également des familles tout entières peuvent disparaître. Le pire dans tout ça, c'est qu'avant même qu'on se rende compte qu'ils ont disparu, c'était déjà trop tard pour la plupart de ces gens. En ce qui concerne les victimes, on peut commencer par citer la disparition de Paul Costner le 2 novembre 1984. Paul avait 39 ans et il vivait à San Francisco ce jour-là. Et il avait rendez-vous avec un acheteur intéressé par sa voiture, une Honda Civic. Il dit à sa sœur qu'il reviendra dans 1 heure, mais il ne revient jamais. Plus tard, cette voiture sera retrouvée en possession de Charles, et le corps de Paul, lui, ne sera jamais formellement identifié. Par la suite, on peut citer Robin Stapley, disparu soit en novembre ou décembre 1984, qui était âgé de 26 ans et travaillait dans un programme de réinsertion pour jeunes en difficulté. Il était décrit comme engagé, respecté et aimé. On ne sait pas exactement comment il croise le chemin de Léonard et Charles, mais son identité sera volée, utilisée, et son nom sera utilisé pour accéder à certains services par Charles. Ensuite, il y a Michael Carroll,
disparu en début 1985. Michael était un ancien camarade de Charles et il est contacté pour aider à bricoler quelque chose sur la propriété de Léonard. Il accepte et vient. Il ne sait pas qu'il va devenir le premier test grandeur nature dans leur bunker. Car avant, les victimes étaient tuées ailleurs. C'est donc le premier à y être tué à l'intérieur, à l'aide des différentes machines qu'ont mis à disposition Léonard pour accueillir de façon terrifiante leurs victimes. Charles utilisera son nom pour piéger une autre victime par la suite. Ensuite, il y a Kathleen Allen, disparue le 14 mai 1985. Elle avait 18 ans et elle travaillait dans un supermarché. Elle reçoit un appel de son petit ami, ou du moins, c'est ce qu'elle croit. Et il lui dit de venir le retrouver dans les bois. Elle pose un jour de congé, s'y rend, mais on ne la reverra plus jamais. Par la suite, on a toute une famille entière qui disparaîtront dans les mains de ces deux meurtriers. Harvey Dobbs, Deborah Dobbs et Sean Dobbs. Harvey est un vendeur de matériel de vélo et Deborah, c'est sa femme. Ils élèvent tous les deux ensemble leur bébé Sean Dobbs de 1 an. Charles les attire à leur maison sous prétexte d'achat et disparaissent dans la foulée. Le plus terrible, c'est qu'on retrouve des vidéos tournées par Léonard où il parle de la mère comme d'un objet vulgaire. Et en ce qui concerne le bébé, il n'y a aucune trace. Pas un son, juste le vide. Aucune vidéo ne montre clairement ce qu'est fait au bébé, mais on peut vite imaginer qu'il ait été enterré ou brûlé par ces deux psychopathes. Par la suite, on a la famille dont je vous ai parlé au tout départ, dont Brenda O'Connor, avec le mari Lonnie Bond Jr. et leur bébé, qui ont disparu en fin mai et début juin 1985, entre ces deux périodes. Ce qui n'est pas très clair concernant la date de disparition. Les voisins directs de Léonard, ils étaient tout simplement très proches de ce dernier vu qu'ils vivaient sur son terrain. Brenda avait 19 ans au moment de sa disparition. Et elle commençait à s'inquiéter car elle entendait des hurlements, des bruits étranges provenant du lieu où vivait Léonard avec son bunker dont elle ignorait l'existence. Elle remarque des allées et venues bizarres et elle veut prévenir la police. Mais Léonard et Charles ont bien senti qu'elle représentait maintenant une menace et ont décidé d'agir avant qu'elle ne fasse chuter tout ce qu'ils ont mis en place. La famille entière va alors disparaître et plus rien ne sera retrouvé d'eux. Juste une cabane et du silence. De très nombreux fragments d'os seront retrouvés sur le terrain de nos deux meurtriers. Et il y avait à peu près plus de 40 livres de restes humains, ce qui est assez gros, franchement. Et certains n'ont jamais été identifiés. Et certains appartenaient même à des personnes qui n'ont jamais été déclarées disparues. C'est dire qu'il y a certainement beaucoup plus de victimes que ce à quoi on pourrait penser. Et ce qui a été officiellement considéré comme le nombre réel de victimes de nos deux tueurs. Ce qui est sûr, c'est que les méthodes utilisées pour torturer et assassiner les victimes sont très secrètes. Tout simplement parce que les enregistrements vidéo qui ont été pris de Charles et de Léonard sont en possession des autorités. Il s'agit de pièces à conviction que l'on ne peut pas retrouver sur le net. Moi, je pense qu'elles ne sont pas accessibles, à moins que vous ayez sur le dark web, mais ça, c'est pas, je n'irai pas vérifier, si j'étais vous en tout cas. Mais bon, il est assez facile de s'imaginer, même si je vous évite de le faire. Je vous conseille de ne pas le faire, parce que moi, je ne peux pas vous éviter de faire quoi que ce soit, mais je vous conseille d'éviter de penser aux tortures qui ont été faites, tout simplement parce que ce n'est pas forcément très beau à imaginer et on peut s'imaginer avec tout ce que vous pouvez voir. Là, je vais vous afficher quelques images du bunker de Léonard et Charles. Vous voyez bien qu'il y a assez de matériel pour faire énormément mal et surtout le fait de penser qu'il y avait des hommes, des femmes et même des enfants qui subissaient ces tortures,
C'est normalement suffisant pour vous dégoûter de l'idée d'imaginer ce qui pouvait se passer dans cet endroit horrible. Mais vous savez, ces deux tueurs en série ont un problème, surtout avec un des membres. Tout simplement parce que Charles, lui, a un second problème, en plus d'être un tueur en série, c'est que c'est un sacré kleptomane. Il n'arrête pas de voler. Il ne peut pas s'empêcher de voler des objets, et c'est ça qui va malheureusement conduire à leur chute à tous les deux. On va parler du 2 juin 1985, parce que ce jour-là, Charles et Léonard se rendent compte qu'un étau qu'ils utilisaient pour torturer est brisé. Ils décident donc d'aller en ville pour s'en acheter un autre. Mais Charles NG est surpris en train de voler un étau. Bien évidemment, ils sont venus chercher ça, mais lui a décidé de le voler dans le magasin de bricolage à South San Francisco. Il prend alors la fuite. Et Leonard Lake, lui, est resté dans la voiture et il est donc, par conséquent, arrêté à la place de Charles. Lors de la fouille, la police trouve un faux permis de conduire, des armes et des preuves assez troublantes d'une activité bien plus grave que simplement voler un étau. Mais surtout, il y avait un petit flacon caché dans la veste de Léonard, chose qu'ils n'ont pas du tout vue. Mais à peine arrêté, Leonard Lake va demander à aller aux toilettes. Et là, il va tout simplement en profiter pour prendre un verre d'eau avec lui et avaler une capsule de cyanure qu'il y avait dans sa manche, au cas où il se faisait attraper. Et il tombe malade immédiatement. Et c'est 4 jours plus tard qu'il va décéder aux suites de cet empoisonnement le 6 juin 1985. C'est ainsi que Leonard Lake va lâchement abandonner son coéquipier et mourir pour éviter les conséquences de ses actions. Du côté de Charles NG, lui, il prend la fuite, direction le Canada. Mais le 6 juillet 1985, quasiment un mois plus tard, à Calgary, il est de nouveau arrêté pour avoir tenté, encore une fois, de voler des boîtes de conserve. Pas une enquête du FBI, même pas un piège, juste un vol à l'étalage. Mais cette fois, les autorités savent qui il est et ce qu'il a laissé derrière lui, car entre-temps, ils ont bien eu le temps de se rendre dans le bunker de l'horreur. Et ce qu'ils ont découvert leur a fait comprendre que si Charles a pris la fuite, ce n'est pas juste parce qu'il avait volé, mais c'est également parce que c'est un tueur en série. Sur la propriété de Léonard à Wilseyville, les enquêteurs découvrent l'enfer. Une cabane renforcée, des chaînes, des miroirs sans teint, des grilles, une caméra. Dans le sol, dans les fosses et à l'intérieur, ils amassent plus de 40 livres d'os humains. Des bijoux, des vêtements, des cendres, des carnets et surtout des vidéos. Oh oui, des vidéos tellement gore. Des vidéos montrant certaines victimes filmées, attachées et humiliées. Les dernières minutes de leur vie, la peur dans leurs yeux était capturée sur des bandes. Charles sera jugé. Charles refuse son extradition pendant près de 12 ans, se battant contre la peine de mort. Finalement, en 1998, il est renvoyé en Californie et un procès long de presque 7 ans et très coûteux et éprouvant va alors commencer. Et en 1999, il est reconnu coupable de 11 meurtres. Il est condamné à mort. Aujourd'hui, Charles NG est toujours en vie, dans le couloir de la mort de la prison de Saint-Quentin. Il continue à faire appel et à se plaindre de ses conditions de détention. Il se dit innocent, c'est une erreur judiciaire. Ce n'est pas un tueur en série, tout est la faute de Léonard, bien évidemment. Quant à Leonard Lake, il a emporté avec lui une partie de la vérité et peut-être d'autres victimes que personne ne retrouvera jamais. Cette affaire a vraiment marqué les États-Unis. Léonard est décédé et Charles est aujourd'hui en train d'attendre sa peine de mort et clame son innocence. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire, parce que c'est une histoire assez
assez lourde à raconter. Je n'ai pas les détails de ce qui faisait subir à ces victimes, les deux ensemble, hein, mais ce n'est pas assez compliqué, c'est pas compliqué de s'imaginer, quoi. Et je ne sais pas si ce type de vidéos sont disponibles sur le dark web, et si c'est le cas, eh bien, n'allez pas les voir, tout simplement. Je vous déconseille d'aller voir les dernières minutes d'une personne qui comprend que la mort l'attend dans quelques instants. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à me laisser un like et à commenter si vous avez des choses à dire. Si vous avez des tueurs à me proposer également, ce serait sympa de les écrire en commentaire, de me dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Et si j'ai oublié des informations et que vous connaissez mieux les deux tueurs que moi, eh bien vous pouvez tout simplement les mettre en commentaire.